Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Trick Play pour le débrief de la Week 3 de College Football. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes deux canards, Kevin et Robin. Salut les gars, comment vous allez? Ça va Ouais, très bien et toi? bien. Go Ducks? Go Ducks, match contre Hawaï auquel tu as assisté, Robin. Je t'en veux presque de nous avoir envoyé quasiment aucune photo. J'espère que tu te rattraperas Bah, les prochaines semaines si tu vas attends, à des matchs. j'ai mis des photos sur mon compte, etc. Et il n'y avait pas beaucoup de connexions dans le stade, hein. Quand tu as 55 000 personnes, attends, 52 300 personnes exactement, qui sont dans le stade, disons que ta 4G, elle est un peu prise par les gens, tu vois. Bref, tu m'as quand même pas envoyé de photos en privé, je le prends mal. Non, 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 on va peut-être s'écharper sur un autre sujet. C'est celui, évidemment, Colorado State. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce match. Déjà, j'ai l'impression qu'on va en parler, toute l'année de Colorado. Parce que, les Buffaloes, classés 18e à la AP Poll, se sont imposés face à Colorado State à la maison, mais non pas sans mal. On a vu une équipe de Colorado qui était vraiment en difficulté, hein. On va pas se mentir, Colorado State, ils ont eu un game plan qui était presque parfait, je dirais, hein, avec des jeux qui sont notamment ce qu'on appelle les concepts de mesh. Donc Kevin, je ne sais pas si tu peux expliquer ou peut-être faire une palette sur la mesh. On va dire que c'est en cours. Restez connectés. Bah, juste pour expliquer la mèche rapidement, en fait, c'est des tracés qui sont, on a plusieurs tracés qui sont longs et on a des tracés qui sont, on va dire, devant les linebackers. Donc le but en fait de la mèche, c'est de confondre la défense et de avoir des tracés qui se croisent avec justement cette, Kevin en parlera mieux hein, dedans, mais je pense que Colorado a vraiment eu du mal à défendre ça, surtout qu'ils ont eu du mal à réussir leur plaquage. Donc il y a eu beaucoup de tracés qui sont des tracés très très courts, donc des petites slants ou des petites dragues, ce qu'on appelle, qui au final allaient pour 20-30 yards. Donc c'était très compliqué, hein. Et d'ailleurs, les receveurs de Colorado State, bah, bravo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Augustin et Kevin, mais les receveurs de Colorado State, ils ont vraiment été super forts. Bah, moi, peut-être je laisserai Kevin sur la performance individuelle de ces receveurs, mais comme tu dis, Robin, moi je trouve ce qui s'est passé, ça prouve à quel point Colorado State a pris le match comme son match de l'année. On l'a un petit peu vu en début de semaine dernière avec un avant-match qui a été un petit peu houleux, tu vois, sur fond de petites piques lancées entre Jay Norvell, le head coach de Colorado State, et Deion Sanders, notamment sur euh, les fameuses lunettes que voilà, Norvell reprochait à Deion Sanders de ne pas enlever ses lunettes lorsqu'il était en compagnie de journalistes et d'autres personnes, ce à quoi Deion Sanders a répondu en offrant des lunettes à tous ses joueurs. Bref, il y a eu tout un petit climat qui s'est créé autour de ce match. En plus, évidemment, tout ça a été amplifié parce qu'il y a eu le Big Noon Kickoff de Fox et le ESPN College Game Day. Et là où tu vois, là où Colorado était favori de 34 points, et bah Colorado State a mené en fait jusqu'à la toute fin du quatrième quart-temps, et ça traduit bien voilà à quel point Jay Norvell après quand même des années compliquées à Colorado State, a préparé son équipe pour ce match. On parlera un petit peu après de notamment l'intensité qui a été mise par les joueurs des Rams, mais voilà, c'était le match de l'année pour Colorado State, et c'était pas pour nous déplaire parce qu'on a eu le droit à un putain de match. Tu le disais, Rob, c'était quoi? C'était Colorado favori de 34 points? Je crois que C'était c'était. Augustin, ouais, c'était 34, Ouais. 34,5, quelque chose comme ça. Voilà. Donc du coup, après ce que Colorado a fait sur les premières semaines, on s'attendait vraiment pas à ce que Colorado State fasse quelque chose, hein. Ils perdent leur match d'ouverture contre Washington State. Après, encore une fois, chapeau aux équipes comme Hawaii et Colorado State, on le dit pas assez, mais ont un calendrier hors conf uniquement avec des équipes de Power 5. Donc c'est cool de leur part d'avoir ce genre de calendrier et d'avoir ce genre de challenge. Et comme tu le disais, Gus, hein, ils étaient là pour le challenge. Certes, ils avaient eu 2 semaines pour préparer le match, mais tu sens que le match était préparé. Tu sens que c'est pas parce que t'es dans le fin fond du group of five que t'es pas capable de game plan un match correctement. Et ça, c'est vu. Là, si t'es je vais faire box score pur et dur, hein, c'est pas mon genre, mais à la fin du troisième quart-temps, Colorado State est devant 21-7.
il faut un quatrième carton, un comeback de Colorado à la fin pour revenir en prolongation et gagner en prolongation. Et D'ailleurs, on peut revenir sur le... Ouais. notamment un dernier drive très impressionnant de Shedeur Sanders de 98 yards, avec notamment une grosse passe pour Jimmy Horn en troisième tentative qui amène à 28-26. Et après, la conversion à 2 points qui passe sur Michael Harrison, un tight end de Walcon, ce que je trouve un petit peu ironique et drôle avec toutes les arrivées qu'il y a eu sur le portail des transferts. Ouais, faut pas oublier que sur le dernier drive, il y a Peut-être 30 yards de pénalité qui sont deux comportements antisportifs, hein, deux mais 15 ça yards. fait partie du jeu, tu vois, Oui, non, quand mais évidemment, tu vois, mais Andrew le Luck drive termine en en question de avant. 98 yards, en réalité, il est de 82, 68, tu vois. Et, Oui, et parce surtout, que en sachant que de ce que j'ai vu, Colorado State, ils ont mis pas mal de pression sur Sanders pendant tout le match. Ils ont joué plus sur les receveurs, ils ont vraiment mis la pression. Et en fait, ils ont fait ce que je pense la plupart des supporters ne peuvent pas blairer chez les coordinateurs défensifs. Ce qui veut dire ils ont joué prevent en se disant on va rompre mais ne pas casser. En gros, on va leur donner du yard en prenant pas deep et tout, sauf qu'en fait, ils les ont laissés driver tout le field. Et le problème, c'est que tu te fais driver et tu te fais égaliser parce qu'en plus, ils mettent la transfo à 2 points derrière. Encore une fois, transfo à 2 points où le mec est tout seul fond de end zone. Et après, quand tu es sur la prolongation, tu mets le premier TD. Et enfin, tu mets le TD et tu décides de pas la jouer à 2 points alors que c'est clairement, même si Colorado revient, t'as tellement fait tout ce que tu voulais en attaque. Et juste pour vous dire, hein, Colorado State, ils finissent avec 499 yards offensifs sur le match. En sachant qu'on compte pas les prolongations, mais les prolongations, on commence aux 25 yards, donc c'est limité non plus comme nombre de yards. Ils ont à peine plus de 100 yards à la course, donc ils ont presque 400 yards à la passe. Ils ont fait ce qu'ils voulaient à la passe. mais Même putain, si, j'ai un peu même du si mal Fuller prend à. 3 interceptions. C'est quand même une décision difficile, tu vois. Si Sean Lewis était parti sur une conversion à 2 points au lieu de prendre le pat, Non, je pense qu'à partir du moment où tu es une équipe de Group of 5 et que tu joues comme du Power 5, même si c'est ouais, mais Colorado. l'équipe de Group of Five, elle t'a Non, mais mené oui, toute la rencontre. justement, sur un match comme ça, tu as le momentum. Enfin, tu as le momentum. Tu as géré, justement, tu pas le momentum. Tu as géré sur tout le match offensivement. Les mecs sont revenus contre toi en prolongation. Moi, je sais pas, moi personnellement, je l'aurais joué. Tous les avis que j'ai vus, après, Ouais, encore une fois, c'est moi aussi, facile je de le l'aurais dire joué. après, mais tous les avis disent putain, pourquoi ils l'ont pas joué? Parce qu'en fait, même si les gars viennent te mettre une conversion à 2 points pour aller chercher la prolongation, tu fais littéralement ce que tu veux en attaque. Même en troisième down, ils en ont eu 20, ils ont converti la moitié, ils ont fini à 10 sur 20 en third down. Ils ont fait littéralement ce qu'ils voulaient. Et si jamais tes mèches ils sont ouverts tout le match, une conversion à 2 points, la balle elle est à 3 yards. Les mèches, c'est des tracés qui sont entre 4 et 6 yards. Ce qui veut dire que c'est des mecs qui vont être juste devant la ligne enfin, juste derrière pour le coup la ligne d'en but. Tu fais ce que tu veux, bah vas-y, joue du mesh. Ton QB, il a pas sur un mesh, il a pas énormément besoin enfin, pas besoin d'énormément beaucoup de temps. Bah vas-y. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. C'est souvent ce qu'on voit quand t'es sur le point de faire des upsets comme ça en fin de match ou en prolongation. T'as la petite équipe qui tente à 2 points justement pour jouer la gagne. Et je pense que c'est Colorado State fait un très bon match. On va pas mentir non plus. Mais je pense qu'il y a manqué Sauf, ce portage de baloche sur la fin. Ouais, et ouais, puis je un suis manque de d'accord. discipline, hein, Ouais, Robin. non, Ouais, ça un par manque de contre, discipline ouais. évident. 17 fautes pour 187 yards perdus. J'en perds mon Ouais. latin. Ils avaient, Ouais. pour vous dire, à la mi-temps, ils menaient, du coup, comme Kevin l'avait dit, hein, c'était 21-7. Enfin, au moment où ils avaient 21-7, 21-14. Oui. 21-14, pardon, il y avait 117 yards de pénalité de Colorado State. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je vois la statistique à ce moment-là et je me dis, mais comment ils sont devant? C'est Mm. impossible. Et là, ils finissent le match avec 187 yards. Moi, pour revenir sur ce que disait Kevin, hein, tu t'attends à ce que Colorado marque 2-3 fois, parce qu'en fait, Colorado a marqué 2-3 fois dans les 5 dernières minutes, techniquement. Hein, Ouais. Ouais, ouais. dans- voilà. Donc, je pense que c'était la meilleure solution à faire, c'était de jouer à deux. Certes, ça prend des baloches et tu te dis, bon, tiens, le PAT, c'est safe. Mais la jouer safe, c'est pas ça qui te fait gagner des matchs. Je pense que personne n'aurait rien dit si Colorado State avait pris à la conversion à deux. Parce que c'est un. Bah, tu gagnes sur un walk-off, en fait. Ouais, c'est C'est ça. vraiment, tu marques, tu gagnes. Alors que aujourd'hui, je pense que le problème arrive. Encore, ça aurait été un, je sais pas, Clemson, Alabama ou en finale nationale, tu te dis, bon, je vais peut-être la jouer safe. Là, c'est une équipe du Group of Five. T'as absolument rien à perdre à la jouer. T'as rien à perdre à la jouer. Toi, t'étais donné perdant de 37 points, 34. Imagine, t'es underdog de 34 points.
as quand même claqué 35 pions, enfin du coup 34 avant la transfo, à l'équipe numéro 18 du pays où tu as toute la hype autour. Si tu perds ce match en prolongation, il t'arrive quoi à toi? Tu t'en fous, tu te dis, ouais, les gars, ils ont fait un bête de match, ils ont réussi à aller en prolongation à tenir tête à Colorado avec 180 yards de pénalité. Bah voilà, t'as porté tes roubignoles à la fin du match, ça n'est pas passé. Bah vas-y, t'as fait ton match, t'as tenu tête, bien joué, tu vois. T'as rien du tout à perdre à faire ça. Après, encore une fois, ça reste une décision de coach, ça se peut, les analytics, on sait qu'il y a beaucoup de coachs maintenant qui fonctionnent avec ça, disaient le contraire. Je suis pas dans ces petits papiers à ce niveau-là, donc peut-être. Mais je trouve ça dommage. Après, concernant Colorado, je pense qu'on aura la discussion un peu plus poussée pendant le 1-2-6 pour la présentation de la week 4 pour samedi. Mais Parce voilà, que parce qu'ils rencontrent Oregon, du coup, qui roule un peu sur tout le monde, mais ils n'ont pas eu le même calendrier que Colorado, je vous l'accorde. Mais voilà, est-ce que ce match-là, c'était l'exception pour Colorado, ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Parce que se chier dessus de la sorte contre une équipe contre laquelle tu es 30. Encore une fois, les odds de Vegas, ça veut pas dire grand-chose non plus, mais favori de 34 points contre une équipe qui prend 182 yards de pénalité, enfin, on va faire simple, hein. Colorado State a plus de yards de pénalité que Colorado State et Colorado n'ont de yards au sol dans le match cumulé, les deux équipes. D'accord? Et tu te chies dessus contre une équipe pareille qui pourtant te fait tout pour te donner le match. Bah ouais, est-ce que c'est une erreur de parcours, ou est-ce que c'est un symptôme un peu plus grave? Et ça, malheureusement pour Colorado, entre guillemets, ils commencent le calendrier de Pac-12 qui est pour moi beaucoup plus relevé que ce qu'ils ont eu en hors conf, même si TCU et Nebraska de base, c'était pas non plus sur le papier, on va dire, c'était pas des gimmies. Donc à voir. Mais ça va être intéressant à partir du week-end prochain. Colorado se déplacera à Eugene la semaine prochaine à 21h30. Attends, Gus, on dit Eugene, hein, attention. Ouais, fais un Moi, effort. je dis Eugene, moi. Faire un effort. La PAC 12 gros. aussi, non, tant qu'il y est. Allez, si tu veux, à Eugene à 21h30, sans Travis Hunter, qui est blessé, qui sera absent lors des 3 prochains matchs des Buffaloes, donc Oregon, USC, Arizona State. C'est une perte déjà très difficile pour Colorado et pour le spectacle. Et j'en profite pour glisser un mot sur Colorado State, hein, qui avait perdu lors de la Week 1 face à Washington State 50-24. Ça fait plaisir de voir ces Rams déjà marquer des points, parce que c'était l'une des pires attaques de college football l'an dernier, hein. C'était des statistiques faméliques. Et eux affronteront Middle Tennessee State dans le Tennessee la semaine prochaine. On passe au prochain match avec BYU Arkansas. Et BYU, voilà, bon, pas une équipe de Pac-12, mais on va dire une équipe de l'Ouest américain, est allé s'imposer à Fayetteville, à Arkansas, dans une équipe de SEC sur le score de 38-31. Voilà, la SEC continue à perdre ses matchs interconférences. On va le répéter, le marteler jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas. Il faut en profiter. C'est une revanche de la défaite de 17 points de 2022, match qu'on attendait beaucoup, mais qui finalement avait été assez décevant. Et là, pour le coup, je trouve qu'on a eu une superbe rencontre. Déjà parce que c'est un upset, Arkansas était favori de 8 points, et puis parce qu'il y a eu tout, il y a eu des interceptions, des fumbles, il y a eu notamment un trick play de Parker Kingston, je vais y revenir après, qui a un TD à la passe, mais qui a surtout la réception de la gagne, le touchdown de la gagne à 2 minutes de la fin, où il sort une grosse réception sur une passe de Kedon Slovis qui fait un bon match à, je crois, 200 yards et 2 touchdowns. Ça a été lui le héros de cette rencontre. Et voilà, ça permet aux Cougars de commencer l'année en 3-0. BYU qui commencera son calendrier, son histoire en Big 12 la semaine prochaine face à Kansas. Alors, je ne sais plus si le match sera à Lawrence ou à Provo. Je crois qu'il sera à Lawrence. Ouais, c'est ça, il sera bien à Lawrence. Mais moi, c'est un match où j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à le regarder en replay. Parce que voilà, quoi, c'est les ingrédients de BYU maintenant depuis quelques années. Une défense hyper agressive malgré les 31 points d'Arkansas. En général, il faut regarder ces matchs parce que moi, je trouve qu'il y a une différence de gabarit entre, en général, c'est le cas pour tous les matchs entre des équipes de SEC
et d'autres programmes. Après, il y a des exceptions avec je pense notamment à Oregon et certains programmes de Big Ten avec des gros linemen, mais là, tu vois vraiment une différence de gabarit et je trouve ça toujours impressionnant de voir comment ces équipes comme les Cougars arrivent à s'en sortir. Bon, après, vous allez me dire que le physique ne fait pas tout, mais voilà, ça fait partie des très belles performances du week-end. Vous avez des choses à dire sur cette rencontre ou on passe directement à Tennessee-Florida? C'est bon pour moi. Ouais, on peut passer à la sec. On passe à la sec, c'est Florida qui nous a gratifié d'une belle surprise, hein, parce que voilà, Florida était resté sur une défaite face à Utah. Les Gators gardent leur série d'invincibilité face aux Volunteers à domicile depuis 2003, je le rappelle. Ça va faire 20 ans maintenant que Tennessee n'a pas gagné là-bas. Les Gators ont remporté le match 17-3, alors que Tennessee, alors classé 11e à l'AP Poll, était favori de 7 points. Là encore, Florida est surprenant. Effectivement, ouais, Gus, hein, c'était, je pense qu'on en avait parlé lors de la week 1 avec Guillaume sur le récap entre Florida et Utah. Moi, j'avais trouvé que Florida n'avait pas montré grand-chose au niveau de la offensive line. Guillaume était un peu d'accord sur la ligne offensive, mais il a dit que ça allait progresser. Et je pense qu'on a vu un peu cette progression, hein, notamment sur le running game. Pour vous donner une petite stat, hein, le running game pour Florida, c'est 183 yards. Donc 172 de ces 183, c'est pour Trevor Etienne, donc le frère de Travis, qui est maintenant en NFL, qui a joué à l'époque à Clemson. Donc Trevor Etienne, donc 172 yards, un touchdown pour 23 portées, ce qui nous amène à une moyenne de 7,5 yards. Donc je pense que cette attaque de Florida, elle commence à se trouver une identité. Là, on a vu Graham Mertz, hein, qui a fini à 166 yards à la passe. Au final, pour une belle copie, 166 yards, un touchdown et 19 sur 24 à la passe. Donc, il a été très propre. Je pense qu'on a fait ce qu'on lui a demandé. Enfin, ce qu'il a fait, ce qu'on lui a demandé. Et je suppose qu'à l'avenir, Florida aura un peu cette identité de running team. Voilà, donc c'était une, je trouve que c'est un beau match. Je l'ai regardé en replay parce que c'était pendant le match d'Oregon. Par contre, Joe Milton, il a fait du Joe Milton. Je ne sais pas si d'autres vous voulez en parler, mais Joe Milton, il a envoyé une interception vraiment horrible, hein. Pour éviter un sac, il envoie un punt, mais sur personne, quoi. Et je trouve que Joe Milton, il n'a pas été au niveau. Donc certes, il a 20 sur 34, 287 yards et 2 touchdowns. Mais il y a des prises de décision qui ont été mauvaises. Et surtout, voilà, un manque de précision que j'ai trouvé assez criant, et quand même pour une équipe du top 10, top 11 à l'époque, il méritait pas de. Enfin, pour moi, il méritait pas d'être dans le top 10 Tennessee au vu de la performance donnée. Après, là aussi, là où ça a pêché énormément pour Tennessee, c'est encore une fois sur la discipline, 10 pénalités, donc, dont 5 faux départs de la O-line. Il faut dire que le Swamp, qui est évidemment un stade avec beaucoup d'ambiance, hein, comme d'habitude, a provoqué ces faux départs et je crois qu'à chaque fois c'était sur first down. Donc forcément, hein, quand tu commences tes 4 tentatives avec autant de yards de retard, c'est plus compliqué. Mais ouais, je pense que en fait, on est passé d'une attaque, de la meilleure attaque du pays en 2022. Tennessee avait la meilleure attaque en nombre de yards. Non, peut-être pas de yards. Je crois que yards, c'était Washington, mais en nombre de points scorés, c'était bien Tennessee, avec un duo incroyable, Jalen Yatt et Hooker. Là, il n'y a pas cette menace dans le deep pour Joe Milton, Robin. Tu vois, il manque une sorte d'Anthony Schwartz du Tennessee, un sprinter pour recevoir les ballons du gros bras de Joe Milton. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. Et ce qui fait que voilà, Tennessee a du mal et on va voir ce qui va se passer les prochaines semaines. J'ai quand même confiance en Josh Heupel. Je pense qu'il fait partie des très bons coachs de la conférence et c'est quelque chose qui pourra améliorer, d'autant plus que Tennessee a la chance d'être en SEC East cette année tout le temps.
Donc au final, hormis le match face à Georgia, tu as les rencontres pour remporter ces matchs. Maintenant, moi, la seule chose où je suis déçu, c'est que la SEC n'a jamais semblé aussi mauvaise entre guillemets, aussi ouverte que cette année et voilà, Tennessee a été bon, 1 an trop tôt et s'il y avait eu, Hendon Hooker encore cette année et Jalen Yates et voilà, Tennessee là, viserait, la tête de la SEC East parce que Georgia et on y vient maintenant, heu, Georgia a eu beaucoup de mal face à South Carolina. Ils perdaient 14-3, à la fin de la première mi-temps avant d'infliger un 21-0 aux Gamecocks, grâce à un réveil de la défense notamment, qui a obligé, Spencer Rattler, à lancer 2 interceptions et sur le 4e quart-temps, il faut que je retrouve la statistique. Ouais, il est à 3 passes complétées sur 19 passes tentées, c'est rien du tout et on va peut-être pas parler de cette rencontre, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ce Georgia? Est-ce que, on n'a pas trop de choses à dire parce qu'en fait, Georgia ne s'est pas encore un peu comme Michigan, ne s'est pas encore mesuré à de grosses oppositions? Ou alors, tout ce qui se passe en ce moment, c'est une victoire un petit peu compliquée avec pas beaucoup de points face à des adversaires inférieurs et ça témoigne d'une baisse de niveau, des Bulldogs? Moi, je t'avoue que l'année dernière, j'ai l'impression qu'on a un peu le même schéma que la saison dernière. Je crois que on s'était posé la question après la victoire contre Missouri de Georgia, qui était un peu, ils sortaient d'une saison en étant la meilleure défense de l'histoire ou la deuxième meilleure défense de l'histoire, à encaisser 8 ou 9 points par match. Ils gagnent à l'arrache un truc comme 24-22 contre Missouri, où ils encaissent pas mal de points et ça a surpris beaucoup de monde qu'ils éclatent les gros de SEC et qui balbutient contre Mizzou. Je pense aussi qu'il faut se dire qu'ils ont Carson Beck en QB qui d'ailleurs fait un bon match. Un 27 sur 35 relativement propre, 269 yards, pas de turnover. Je l'ai trouvé à l'aise dans son match et un bon game manager, on va dire. Voilà, il faut comprendre qu'il y a ça. La défense, elle est toujours là. Je pense qu'il y a pour le moment potentiellement un peu moins de playmakers défensifs qu'ils avaient l'année dernière. Et je pense qu'on se rapproche peut-être du discours que j'avais à propos d'Alabama après la semaine dernière, c'est que on a toujours été capable de trouver des playmakers de très bon niveau et de se reposer dessus. Là, j'ai l'impression qu'ils ont Bowers et un peu point barre en fait. Ils ont Rosemy Jackson qui est pas mal, ils ont quand même pas mal de receveurs qui font du stat, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque le playmaker, un peu comme l'était Pickens chez eux par exemple, pour entourer Bowers. Et là, Bowers, c'est quoi? C'est 7 catch, 54 yards seulement. Je pense que les défenses, elles peuvent un peu trop target entre guillemets Bowers dans le passing game. Et tu sais combien Et de touchdowns il a inscrit cette année, Brock Bowers? il a fait 0 sur ce match-là et je pense qu'il en a toujours pas marqué si j'ai pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Il a Donc 134 yards en tout en, 13 réceptions, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. alors là, pour le coup, tu m'as dit combien? 134 yards en 13 réceptions. Déjà, ça veut dire Ouais. qu'il a fait plus de réceptions sur ce match-là que les 2 précédents. Il a 40% de ses catchs de ses receiving yards sur ce match. Et je pense que ça dépend aussi de Carson Beck. Tu vois? Bizarrement, Carson Beck, il fait son meilleur match de la saison. Bizarrement, Bowers, il touche 2 fois plus de ballons que le reste du temps. Tu vois? Donc, je pense que ça va monter crescendo. Je pense que ça prend un peu de temps. Tu sors de Bennett, il a joué quoi? 2-3 saisons presque. Ça a tourné comme sur des roulettes pendant 2 ans. Ouais, ça va pas cliquer non plus tout de suite. Je fais pas une croix sur le three-peat, hein. J'ai pas envie de me prendre un discours de Kirby Smart comme quoi personne n'a cru en eux. Mais non, je pense que c'est normal aussi que ça prenne du temps. Et je pense que South Carolina fait aussi un très bon début de match. J'ai adoré le game plan de South Carolina sur la première mi-temps. Malheureusement, je pense que Georgia a su s'ajuster comme il le fallait. Et je pense que South Carolina n'avait pas forcément un counter punch comme on dit. Tu vois, là où Georgia a réussi à s'ajuster défensivement, j'ai pas l'impression que South Carolina a réussi à s'ajuster offensivement à ça. Et tu disais, il finit quoi? Rattler, il finit à 3 sur 19 dans le deuxième mi-temps. Donc ça veut dire qu'il rate 16 Ouais. passes. Il en rate De 16, ça veut dire qu'il était à 19. C'est-à-dire qu'il était à 19 sur 21 à 19 sur 20 sur la première mi-temps.
Il a fait une première mi-temps exceptionnelle. C'était beaucoup de screens, c'était beaucoup de hooks. Je crois qu'il y a 2 deep balls où il trouve son grand receveur là dont j'ai plus le nom. C'est Antoine Leggett. Wells. Non, c'est Ah non, Leggett. Leggett. Oui, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'il dit Yeget et j'ai l'impression qu'il parle du joueur de basket de Florida qui a joué à Monaco. Et à chaque fois ça me perturbait, mais quand je voyais la taille du gars, en fait, ça me sautait aux yeux aussi. Il y en a une ou deux qui complètent comme ça, mais sinon je trouve qu'ils font une très bonne première mi-temps. Mais après il y a le rouleau compresseur de Georgia qui se met en route, quoi. Robin, truc à dire ou on passe à la suite? Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que la première mi-temps, elle était vraiment surprenante. Moi, c'est vrai que c'était pendant le tailgate, donc on avait une télé avec 4 écrans en même temps de Alabama UCF dont on va parler, j'espère prochainement. Et en fait, voilà, comme d'accord avec vous, je pense que le gameplay en première mi-temps était très bon et que la deuxième mi-temps, bah voilà, Georgia a réussi à remonter la pente et pour le three-peat, après, je pense qu'on est trop tôt pour en parler dessus. Georgia affrontera la semaine prochaine Alabama at Birmingham. Et oui, pas de Georgia-Alabama avant une finale de conférence cette année, si Alabama arrive à s'y qualifier, parce que on en parlera après, mais Alabama, c'est vraiment pas folichon. Et je crois de mon existence à n'avoir jamais vu, et ça commence à faire maintenant quelques années, n'avoir jamais vu un Bama aussi mauvais. On passe à Kansas State Mizzou et plus généralement à la Big 12. La Big 12 qui est une conférence en délicatesse, contrairement à l'an dernier où pour le coup elle était forte et ouverte. Là, ça a été très très compliqué cette week 3 avec notamment des défaites face à des équipes du Group of Five. Mais on va commencer par le magnifique upset de Missouri qui n'était alors pas classé sur Kansas State, vainqueur sortant de la Big 12 et classé 15e à l'APPOL. Victoire, si j'ai pas oublié le score, 30-27 sur un field goal. Un field goal de 61 yards. 61 yards, c'est le record de SEC, donc le field goal le plus long de l'histoire de la SEC. Un walk-off field goal, en plus, ça rend la performance encore plus belle. Ce qui est aussi drôle, c'est que le receveur, dont le nom de famille est Mavis, euh, a, a subi un delay of game un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du delay of game de Missouri, mais voilà, ça lui a rendu encore plus compliqué sa tâche, mais au moins ça lui a permis d'aller chercher un record. Missouri est en 3-0 grâce à cette victoire face aux Wildcats. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que il y a plein de trucs à dire sur ce match. Déjà que c'est peut-être la plus belle victoire de Eli Drinkwitz à Missouri depuis qu'il a rejoint le programme. Et parce que Missouri est bon quand les autres équipes de SEC ne le sont pas. Et là, je me demande si en fait Mizzou, c'est pas le dark horse de la SEC. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Missouri peut être cette équipe comme l'a été Tennessee l'an dernier? Ça me paraît pas non plus déconnant d'arriver jusqu'à cette conclusion. Hmm. Parce que Je... Kansas State, Kevin, je vais quand même défendre Kansas State, qui, je trouve, malgré cette défaite, fait, comment dire, subit une absence totale d'intérêt. C'est comme le vainqueur de Big 12. Ils ont battu TCU en finale de la Big 12. Il y a une semaine, ils mettent une dérouillée à Troy, qui est une très bonne équipe. Bon, même si là, ils ont perdu 16-14 face à James Madison. Et James Madison, Et, il va falloir qu'on en parle aussi, les gars. Enfin, et c'est Troy, pas n'importe ils qui. sont pas vainqueurs de la Sunbelt aussi, Troy, sortant? Si Troy est vainqueur sortant de la Sun Belt, tu vois, donc Missouri a sorti une excellente performance et ça mérite pour moi de parler de cette équipe comme une équipe Dark Horse. Alors, je vais tempérer un poil. Je vais dire potentiellement Dark Horse. Encore une fois, on n'a pas encore commencé les calendriers de conf. Donc, je pense que avant la mi-saison, ce serait compliqué de parler de Dark Horse. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Je dis pas le contraire. Encore une fois, si c'est bien coaché, mais si ça ne dérange pas, je vais juste regarder le calendrier de Missouri. Hein, Moi, je pense que pendant que tu regardes le calendrier, Vas-y. Kevin, je dirais pas le Dark Horse, pardon, mais plutôt l'équipe qui va être vraiment. C'est l'équipe toutes les semaines, t'en as peur. C'est un peu comme Duke, Cincinnati il y a quelques ouais. années.
Après, Cincinnati, forcément, ils étaient super forts. Mais tu sais, tu as des équipes dans le calendrier. Notamment, je pense à, par exemple, en Voilà. Pac-12, Oregon State, l'année dernière. Ou C'était pas le Duke. dark horse pour gagner la Pac-12, mais toutes les semaines, tu te chiais Hmm. dessus parce que tu jouais Ah, je suis Oregon State. d'accord, ouais, c'est peut-être mieux que qualifié de Dark Horse. Ouais. Ouais, Ah, moi, je pense que c'est vraiment l'équipe qui va tu te dis que là, je vais avoir un combat toute cette semaine, j'ai Hmm. un combat et j'espère en sortir vivant. là, tu vois, je te dis, c'est vrai que j'avais oublié que la SEC était passée en format 8-4. Donc ils jouent 8 matchs de conf pour 4 matchs hors conf. Les 4 matchs hors conf, donc ils ont gagné South Dakota, Middle Tennessee State. Là, ils viennent de battre Kansas State et ensuite ils joueront contre Memphis. Mais après, voilà, ils ont un calendrier de SEC qui n'a que 8 matchs, contrairement aux autres, de 9 pour les autres grosses conférences de Power 5. Ils ont un enchaînement de 8 matchs. Alors, ils commencent par Vanderbilt. Donc, encore une fois, on ira jusqu'en week 5, potentiellement avec très certainement un 5-0. Mais après, tu as LSU à Kentucky, South Carolina à Georgia, Tennessee, Florida à Arkansas. C'est un calendrier de SEC qui est très relevé avec un stretch dans le dernier mois. Là, je vois c'est le mois de novembre, hein. Georgia, Tennessee, Florida. Comme tu le dis, ça peut être une équipe qui fait chier. Je l'ai dit sur le match d'avant, c'est Mizzou, on avait l'impression que c'était l'équipe qui avait le plus fait chier de Georgia l'année dernière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense que moi, il va me falloir un peu plus, que ce calendrier hors conf, même si encore une fois, je jette pas, Non, mais t'as je raison de jette me pas la pierre à tempérer Kansas parce State, mais voilà, pour moi en l'occurrence, c'est plus un bel upset. Tu vois, c'est à la différence c'est ce que je disais un peu pour Colorado tout à l'heure. Pour moi, c'est peut-être plus une exception plutôt que la norme pour eux cette saison, tu vois, de battre une équipe rankée. Bon, après, ça serait pas leur manquer de respect Enfin, ça serait normal, tu vois, de perdre face à des équipes comme LSU, Georgia. Mais Oui, bien moi, sûr. je suis d'accord que tu me tempères parce que je me suis un petit peu enflammé. Mais moi, c'est le contenu qui m'a fait dire, Oui, en vrai, par tiens, contre, en l'occurrence, si tu veux, excuse-moi de te couper, je renie pas que c'est une équipe qui est sur la pente ascendante. C'est un truc où Mizzou, on va être honnête, ça fait quelques années qu'on n'a pas vu Mizzou jouer comme ça. Et là, je trouve que depuis l'année dernière, comme tu viens de le dire, il y a du contenu en fait. avec notamment le duo Brady Hook, là, le quarterback qui sort une performance à 356 yards et 2 touchdowns plus un touchdown à la course. Mais surtout, enfin, c'est que son année sophomore, mais il y avait tellement d'espoir et de pression sur ses épaules lorsqu'il a décidé de commit à Missouri avec son statut de 5 étoiles, les meilleurs receveurs du pays, je crois que c'était en 2022. C'est Luther Burden III qui nous sort une fiche de stats à 114 yards à la réception pour 2 touchdowns. L'un des meilleurs joueurs déjà de cette conférence. Et voilà, c'est un petit peu. Bon, la Colorado, c'est différent, mais Luther Burden, c'est le genre de joueur au-dessus du lot qui te font regarder des programmes, qui te font t'intéresser à des programmes comme Missouri. Et ça va être très important déjà pour eux parce que ça va leur permettre de gagner des matchs et puis ça va nous permettre de les regarder. Pas d'autre chose à dire à ce propos, les gars. Bravo Missouri. La Big 12. La Big 12. Vraiment compliqué. Alors, ça a été d'abord compliqué parce que Oklahoma State a pris une dérouillée à domicile face à South Alabama, une équipe aussi de Sunbelt. Alors, je crois que j'ai pas le score sous les yeux. Si, c'est défaite 33-7 à domicile, les gars, quand même, face à South Alabama, c'est pas normal. Alors, on sait que le problème à, à Stillwater, c'est qu'il n'y a pas de quarterback. Là, il y en avait trois qui ont joué, dont le fils de Mike Gundy, aussi Alan Bowman, l'ancien de Texas Tech et de Michigan. Donc, j'ai demandé à Baptiste de nous dire ce qu'il en pensait de ce début de saison des Cowboys, et je vous laisse l'écouter. Eh ben, que dire. Eh ben, ça a été une raclée en bonne et due forme. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César, aux Jaguars ce qui appartient aux Jaguars. Ils ont fait un super match. Caton Bradley n'a pas eu à forcer son talon au poste de quarterback. Il n'a pas lancé tant que ça, il a quand même lancé que 16 fois, mais voilà, au sol, c'était tellement un rouleau compresseur, quasiment 250 yards à 5 yards par course. Enfin bref, c'est des stats que toutes les équipes aimeraient avoir tous les week-ends. Donc voilà, quoi dire de plus. On s'est fait ouvrir en deux, voilà. Il y a eu un espoir lors du
premier drive où si ça sourit, bah, normalement Jaden Bray va dans la end zone au bout du 3e lancer, mais bon, c'est pas le cas. Et bon, ça serait un peu malhonnête de remettre la défaite sur le dos de Jaden Bray, mais non, c'est une défaite collective de coach, de talent aussi, je pense, de manière globale. On voit toujours son équipe un peu plus belle qu'elle ne l'est. Je pense que c'est à peu près le cas. Au poste de quarterback, je suis pas sûr qu'il y ait un bon quarterback aussi simple que ça. Alan Bowman, bah voilà, il était quarterback 3 à Michigan, c'est pas pour rien. Voilà, on n'a toujours pas fait d'ailleurs de choix sur le poste de quarterback numéro 1. Donc bon, toujours ce turnover à 3 quarterbacks qui sert à rien ni pour eux, ni pour l'équipe, ni pour personne. Et qui tend plus les fans qu'autre chose. Voilà, donc c'est les genres de défaites qui ont tendance un peu à tout remettre en question une saison, parce qu'avant ce match-là, j'étais plus ou moins confiant. Je me dis, bon, voilà, d'après les échos d'Insider, on avait vraiment fait le strict minimum, on avait pris ces matchs comme de la pré-saison. Bah voilà, à force de prendre les matchs un peu par-dessus la jambe, voilà ce qui arrive. Et puis voilà, moi je suis pas très optimiste. Alors heureusement, il y a Iowa State qui arrive samedi, qui est encore plus en perdition que nous, je crois. Donc voilà, donc pour se remettre la tête dedans avant une bye week, pas plus mal. Mais voilà, après, il faut être réaliste. Combien de matchs on gagnera Je pense que si on arrive à se qualifier pour un bowl, ça sera déjà très bien si on est sur ce qu'on a montré samedi. Voilà, qu'on soit très clair, les samedis ne se suivent et ne se ressemblent pas en college football. Vous êtes témoin de ça, mais voilà, je suis assez pessimiste. Voilà, c'est le genre de défaite qui remet un peu tout en question. Voilà, je pas d'esprit de révolte non plus. Bref, on était quand même mené 23-0 à la pause. Pas d'énergie dans l'équipe, pas d'énergie dans le stade. Enfin bref, c'est un peu pénible. C'est un peu triste. J'ai l'impression d'avoir tombé un peu comme le match contre Kansas State l'année dernière où il se passait rien, tu vois. Et c'est un peu dur. Donc à voir maintenant. T'as perdu. Maintenant, on va voir ce que tu fais avec ça. Est-ce que tu es capable de te relever, de montrer que tu es un champion et montrer que, bah voilà, que tu es la fac que tu prétends être, ou alors tu passes une année galère et ça serait la première fois depuis 16 ans que tu te qualifies pas pour un bowl. C'est possible aussi, tout est encore possible, tout est envisageable. Voilà, on a l'avantage d'avoir un calendrier qui est faible, on va dire, on va pas se le cacher, on n'a pas Texas par exemple. Mais si on ne montre pas autre chose sur le terrain, je vois mal une autre victoire d'ici la fin de saison. Alors on a de la chance, la victoire elle est un peu moins belle. Si on enlève Texas et OU, je pense qu'elle est moins belle que ce qu'on aurait pu penser. C'est un peu à notre avantage, mais voilà, il y a quand même des matchs à les gagner. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, en espérant que l'équipe se reprenne. Parce que voilà, il y a quand même des joueurs intéressants, mais bon, voilà, il y a la question des calls offensifs aussi, mais l'offensive line est tellement nulle. C'est probablement la moins bonne que j'ai connue. Elle est même encore moins bonne que les années Mason Rudolph où le pauvre était un petit peu esselé. Mais là, c'est vraiment pas bon du tout. Et pourtant, elle est hyper expérimentée. Enfin, je l'avais dit dans la preview, si elle ne fonctionne pas là, elle fonctionnera jamais. Voilà, elle fonctionne pas pour l'instant. Donc, au coach de trouver les bonnes solutions pour réussir à récupérer 4 victoires de plus dans la perspective d'un bowl, parce que sinon, je pense que ça va être un petit peu court. Voilà. Et puis bon, big up aux Jaguars, hein, je répète, hein, c'est une belle équipe à suivre. La Sunbelt est grande ouverte, je pense, cette année. Il y a Georgia State qui fait un petit peu peur, aussi bizarre que ça puisse paraître. Qui ont peut-être les favoris avec James Madison. Quoique James Madison, je crois qu'ils peuvent pas jouer la finale de conf parce qu'ils sont encore sur le coup. Enfin, j'aurais vérifié, mais je crois que c'est encore comme ça la deuxième année, ils peuvent pas jouer la finale de conf. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est relativement ouvert. C'est une belle équipe, une équipe expérimentée et que ça a fait gagner des matchs au college football. Et donc voilà, à suivre. Mais bon, c'est un petit peu. Voilà, c'est les dimanches où tu te réveilles avec l'impression d'avoir un vide intersidéral dans ta vie et de trouver que la vie est. Tout ce qui était rose le jour d'avant, il est noir le lendemain. Ben voilà, c'est exactement ça, comment je me suis levé dimanche. Voilà, maintenant il faut rebondir. On est des défaites cruelles, on les a connues. Voilà, je ne parlerai pas de Central Michigan en 2016, mais c'est exactement ce type de 2017. C'est exactement ce type de défaite à la con. Sauf que là, il n'y a rien à dire. Tu tombes contre plus fort que toi. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Il faut être réaliste aussi des fois. Hein, et là, je pense que je le suis. Mais bon, on va suivre tout ça, et puis bon, on reste quand même optimiste, parce que sinon, ça sert à rien de suivre le college football. Autre défaite grave dans cette Big 12,
Bah, c'est celle d'Iowa State qui continue un mauvais début de saison après la défaite. Bon, ça, pour le coup, elle est pas honteuse face à Iowa. Là, c'est Ohio. Ohio, les Bobcats, équipe de Mac qui s'impose 10-7. Ça va être une saison très longue pour les Cyclones qui sont déjà en une victoire et deux défaites. Et sinon, et là, je trouve que c'est peut-être limite l'upset le plus marquant parmi les trois défaites, c'est la défaite de Cincinnati face à Miami at Ohio. Une défaite en prolongation. Alors, Cincinnati, on sait qu'il y a un petit problème de quarterback. Vous vous rappelez tous d'Evan Prater, la meilleure recrue de l'histoire des Bearcats, qui est passé receveur. Depuis, bah, c'est un petit peu compliqué pour les Bearcats. La preuve, évidemment, hein, c'est cette défaite face à Miami, Ohio, qui, eux, ont un quarterback qui est très bon, c'est Brett Gabbert. Alors, Brett Gabbert, ça vous dit quelque chose, puisque c'est le petit frère du joueur qui joue toujours chez les Buccaneers, les gars, c'est ça? Non, il est passé à Kansas City, je sais pas, tu dis Blaine Gabbert. C'est Blaine, c'est ça? C'est Blaine, ouais. Ok, vous avez la confirmation que c'est bien Blaine. Cincinnati, qui subit donc sa première défaite de la saison après avoir battu Pittsburgh à Pittsburgh 27-21, ce qui est voilà, ce qui je trouve dommage, surtout que bah, ils reçoivent la semaine prochaine Oklahoma. Oklahoma, on n'en a pas encore parlé, mais c'est une équipe qui carbure. En fait, Texas et Oklahoma sont les deux très belles équipes de Big 12 cette année. On aura le temps de revenir sur les Sooners parce qu'ils ont battu tout ça, je crois, 66-17. Mais voilà, c'est une défaite qui arrive au mauvais moment et nous rend un petit peu triste parce qu'au final, ce sont les équipes qui restent en Big 12 qui sont mauvaises cette année et les deux seules bonnes équipes sont celles qui vont partir, Texas et Oklahoma. Voilà, c'est quelque chose qui méritait d'être noté. On va passer à une nouvelle section. C'est les upsets du groupe of 5 et des équipes FCS. À commencer, les gars, par la victoire de Sacramento State à Stanford. L'un d'entre vous a regardé ou un petit peu suivi le match. Moi, Kevin, je sais est-ce que que tu vous, craques les dos ou je craque les biens là avant de parler? tous les deux, vous avez une idée, Bah, une vas-y, bonne idée vas-y, sur Stanford. parce que moi j'ai chié sur Stanford déjà l'année dernière en disant que c'était une équipe FCS, donc vas-y, je te laisse. Ah, bah écoute, quel plaisir, quel plaisir. D'habitude, j'ai du mal à me réjouir des défaites de la Pac-12 en hors conférence parce que ça met une mauvaise image hein, de cette conférence. Et surtout, ça aide pas Oregon. Dans son résumé, disons que battre deux équipes FCS en hors conférence et une troisième en conférence, c'est dommage. Euh, mais voilà, donc Sacramento State, alors j'ai perdu le nom du head coach. Troy Euh, Taylor. Fred Taylor, ouais, qui Ah en non, fait c'était Troy. l'ancien. Vas-y, Gus. Troy Taylor. Mhm. Troy Taylor, pardon, qui était l'ancien coach du coup de Sacramento State, en fait, qui s'en va à Stanford, tout ça pour se faire rouster par son ancienne équipe. Euh, c'est dur. Sur la dernière action en plus. Ouais, Tu l'as c'est ça, vu et ou sur la pas dernière action, quel manque de plaquage. Enfin, cette dernière action, elle est. Ah, c'est drôle que tu. Ah, moi, je vois plutôt l'action incroyable de Sacramento State parce qu'en fait, le quarterback, il sort de sa poche, il a du mal. Là, j'ai la vidéo sous les yeux en ce moment. Et lorsqu'il se fait plaquer, il arrive à envoyer le ballon juste avant la ligne de scrimmage pour le receveur, qui bénéficie d'ailleurs d'un très bon bloc d'un autre receveur. Voilà, ce qui lui permet d'aller inscrire le touchdown de la gagne, victoire 30-23. Ah, moi, j'adore ces images. Ouais, alors attends, moi aussi, hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais en fait, je trouve que là, Stanford, ça montre un game plan et une préparation terrifiante, en fait. Stanford, il ne mérite absolument pas hein, euh, d'être en Pac-12 cette année. Stanford, à part le programme de football, est à part Christian McCaffrey, Bryce Love et Andrew Luck, à l'époque, du coup, on va dire, allez, tu mets Stanford jusqu'à 2015, quoi. Ouais, 2017. 2015-2016. Stanford, Mm. depuis 2016, c'est le fin fond enfin, c'est le trou du cul du CFB. Ouais, dans le Euh, Covid, ouais.
c'est très. Heureusement que Stanford est une fac académiquement performante et que ça performe dans tous les autres sports, parce que si on prenait que le foot, ça serait très dommage. Donc c'est pour ça, hein, je pense qu'ils ont également des places dans les autres conférences. C'est grâce à ça, Ah oui, grâce aux autres sports. mais c'est ce qu'on disait avec Kevin, tu vois, la semaine dernière, Robin, c'est que si là, le réalignement était arrivé en 2015, bon, il n'y avait plus Andrew Luck, mais avec les Christian McCaffrey, etc., tout le monde se serait battu pour avoir Stanford, tu vois. Et Ouais. c'est ce qui est à la fois triste et beau, c'est à quel point ça peut changer vite en college football, quoi. Et Ouais. ce qui est drôle, c'est que Stanford, ils sont à l'opposé des deux équipes qui restent dans la Tupac. Et oui, c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler la conférence Pacifique à deux membres, donc On que a sont compris. Oregon State et Washington State. C'est diamétralement l'opposé. On sait que les Wazoo et OSU, c'est des équipes qui ont sportivement, à part le programme de foot, pas grand-chose. Parce que voilà, Rob est bien placé aussi pour le savoir, hein, dans tout ce qui est volley, baseball, softball, soccer, ça casse pas trois pattes à un canard. Jeu de mots là aussi fait exprès. Alors que Stanford, c'est tout l'inverse. C'est clairement leur programme de foot, il est pas digne du FBS, mais par contre, dans tout le reste, ça tabasse quoi. Donc, euh, donc voilà, malheureusement, nous on est focus sur le foot et sur le foot, c'est pas Jojo et je pense que cette année, avoir une victoire contre Stanford, limite, j'ai envie de te dire, tu gagnes pas de 30 points contre Stanford et que t'es classé, tu recules d'une place, quoi, tu vois. Si tu leur mets pas 60 points sans prendre 2 points, limite, c'est une faute professionnelle, quoi. Vraiment, T'es j'avais en train estimé de ça. mettre, t'es en train de mettre la Quoi. pression à Robin et à moi, fans d'Oregon et de Notre-Dame qui Ah ouais, allons non, mais recevoir Stanford. nous, on les joue dans 2 semaines, on en a parlé avec Rob, hein, on sait que Stanford, c'est historiquement une équipe qui est toujours piège et toujours très très chiante pour Oregon. Mais voilà, j'en ai parlé la semaine dernière avec la victoire de USC. Moi, j'ai trouvé que la deuxième mi-temps du USC, elle était scandaleuse au vu de ce qu'il y avait en face. Parce que même si c'était backup, je trouve pas normal de pas mettre 2 points contre Stanford, quoi. Donc voilà, encore une fois, j'ai leur calendrier sous les yeux, hein, mais je vais te dire, ils ont de la chance de commencer contre Arizona et on en est au point où dire qu'en fait, c'est pas tant de chance que ça de commencer contre Ah non, Arizona. Arizona va gagner, hein. Après, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs contre des équipes classées. Oregon, Colorado, UCLA, Washington State, Oregon State. Ils finissent la PAC contre California. Peut-être quelque chose à faire. Et encore, je pense pas. Je pense que Hot, il va leur rouler dessus. Et tu finis contre Notre-Dame, qui est pour l'instant classé numéro 9. Je pense que la Stanford finira en 1-11 avec, pour le seul victoire, la Week 1 37-24 contre Hawaii. Je vois pas comment cette équipe, si jamais il n'y a pas un revirement spectaculaire, je vois pas comment ils peuvent battre qui que ce soit en Pac-12. Ouais, je suis d'accord. Après, on va laisser. Je pense que ça peut mieux aller les prochaines années. Là, ils Ah, recrutent assez bien. oui. Stanford, il faut laisser du temps à leur coach Troy Taylor. Comme tu dis, en fait, on n'avait pas d'attente sur Stanford cette année. Enfin, si ce n'est qu'on avait envie que Stanford reste une équipe du paysage du college football parce qu'on en a besoin. Mais voilà, faut pas regarder, je pense, plus loin que ce regard global parce que sinon, c'est très très moche. Et moi, ça me fait chier, même si c'est un rival de Notre-Dame. En autre upset, c'est UNLV, les gars, l'Université of Nevada à Las Vegas, qui a battu Vanderbilt, là aussi sur un walk-off field goal, enfin presque, hein, à 9 secondes de la fin, 40-37. C'est une grosse, grosse victoire pour Barry Odom. Barry Odom, c'est on en parlait, l'ancien head coach de Missouri et l'ancien coordinateur défensif d'Arkansas, qui avait dans un premier temps, est-ce que vous vous rappelez, appelé Bobby Petrino pour prendre le poste de coordinateur offensif avant que Jimbo Fisher lui coupe l'herbe sous le pied. C'est une grosse, grosse victoire de UNLV face à Vanderbilt qui, Vanderbilt me déçoit un petit peu. C'est leur deuxième défaite d'affilée après celle face à Wake Forest. Nous, pendant les previews, je crois qu'on l'avait fait ensemble, Robin, Vanderbilt, la preview. On disait que voilà, si Vanderbilt voulait se qualifier à un bowl, il fallait remporter les 4 premières rencontres face à Hawaii, Alabama A&M, Wake Forest, UNLV. Là maintenant, il te reste Kentucky, Missouri, Florida, Georgia, Mississippi, Auburn, South Carolina, Tennessee. Au revoir. Ouais, compliqué. Surtout contre Hawaï, ils avaient pas. Enfin, Hawaï avait très très bien joué. Ouais. Donc, ouais, j'ai un peu peur. C'est vrai que pour le bowl, le placement en bowl, Pour moi, c'est pour mort. Vanderbilt. Pour moi, c'est mort.
Il y a eu une très très grosse victoire, et là ça va être mon coup de gueule après, mais on va d'abord parler du match. C'est Fresno State, les gars, qui s'est imposé 29-0 sur le terrain d'Arizona State à Tempe. Alors déjà, c'est la première fois depuis 2009 que Arizona State ne marque aucun point dans une défaite, forcément. Non, parce qu'il peut y avoir des matchs nuls à 0-0, hein. Enfin, des matchs nuls. On s'entend en collège football, à la fin du temps réglementaire. Je me rappelle d'un Virginia Tech. C'était contre qui déjà, Robin ou Kevin? Le Virginia Tech, là, vous savez, avec le même du coach, je me Où rappelle ça a plus fini du à coach. 0-0. Ouais. C'est Ah, pas un truc genre Virginia Tech, Georgia Tech ou enfin c'était un match. Ouais, ça doit être une Virginia Tech ou North Carolina, Ouais, peut-être, non? ouais, c'était un match de ACC, ouais. Mais je me rappelle voilà. plus. Mais il y avait Vitek dedans, je te confirme. Et première défaite, première shootout loss depuis 1988. Alors, évidemment, Fresno State est une grosse équipe. Faut surtout pas dire le contraire, parce que déjà, les Bulldogs sont en 3-0 après avoir battu deux fois à l'extérieur Purdue et Arizona State, hein. Ça, voilà, Fresno State est actuellement la meilleure équipe du groupe of five, je viendrai après. Mais voilà, les Sun Devils de Kenny Dillingham n'ont pas eu de chance avec les blessures. Le true freshman titulaire Jaden Rashada s'est blessé, il sera absent entre 4 et 6 semaines. C'est beaucoup, voilà, pour un programme qui a besoin, voilà, du quarterback pour essayer d'aller chercher quelques victoires. Le remplaçant Trenton Bourguet est blessé, donc ce qui a laissé l'ancien quarterback de Notre-Dame, Drew Pine, prendre la relève, mais lui aussi s'est blessé durant le match. Donc ça fait 3 quarterbacks blessés, QB1, QB2, QB3. Plus d'autres blessures durant le match de joueurs, j'allais dire de champ, entre guillemets, hein, voilà, pour faire la comparaison avec le football. Euh, 29-0, je ne m'attendais pas, tu vois, parce que je trouve que Arizona State avait montré un relatif beau visage sur ses premiers matchs. Alors, ils avaient battu, si je dis pas de bêtises, ils avaient battu Southern Utah 24-21 et avaient perdu de peu face à Oklahoma State. C'était un moment où je pensais qu'Oklahoma State n'était pas une si mauvaise équipe, mais jusqu'à ce que cette semaine, ils perdent face à South Alabama. Alors, Arizona State, ça veut dire que c'est très compliqué cette année. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire, vous, là-dessus. Moi, j'en ai une après. Non, mais moi je le mettrais, enfin, j'en parlerai lors des MVP. Ouais, juste une chose, hein, Rob et moi, on est bien placé pour connaître Kenny Dillingham puisque ça a été le cordeau offensif d'Oregon en 2022. Je trouve que c'est un bon gars et qui fait du bon travail, mais quand t'as des blessures, et je parle au poste de quarterback, hein, quand tu es obligé de faire jouer tes quarterbacks 2, 3 et 4 dans un match, c'est-à-dire que ton 1 ne joue même pas, c'est un merdier total en fait, parce que techniquement, c'est des mecs qui en semaine de match, les 3 et 4 ne prennent pas de reps. D'accord? C'est des mecs qui, sur la préparation, ils sont pas là pour prendre des reps, la plupart du temps, ils font la scout team. Donc en fait, les jeux qu'ils ont bossé dans la semaine, c'est les jeux de Fresno State. Donc si tu veux, les mecs en général, ils sont pas hyper au point pour venir jouer. Donc c'est une situation qui est particulière. Je pense qu'il devrait y avoir du mieux la semaine prochaine. Forcément, quand tu vas avoir un QB, donc je pense que c'est Jacob Conover, du coup, qui devrait starter la semaine prochaine, vu que Pine et Bourguet sont blessés. Donc il devrait y avoir un peu de mieux quand même à ce niveau-là. Mais non, c'est une situation, enfin honnêtement, c'est l'une des premières fois que je vois ça, autant de malchance au poste de QB. Et moi, mon coup de gueule, c'est pourquoi Fresno State n'est pas classé à LA People. Tu bats à l'extérieur, en plus en déplacement, tu vois, c'est même pas à domicile. Tu bats deux équipes du Power 5 et t'es même pas dans le top 25 quand tu as des équipes dans le top 25 qui sont à une défaite. Moi, c'est quelque chose C'est que... parce que Colorado y est alors qu'ils ont battu personne. Non, ils n'ont pas battu personne. Non, mais ça, Colorado, pour le coup, enfin, moi, je te cite d'autres équipes qui ne méritent pas d'être dans le top 25 avant Colorado. Ah oui, non, mais je suis Colorado, d'accord, c'était pour faire rapport à notre discussion qu'on avait eue oui. l'autre fois sur pourquoi Non, mais TCU avait ça, j'ai pas été compris, mais c'est pas normal, quoi. Ah non, mais je suis C'est d'accord, je suis en, très très d'accord avec toi en sur fait, Fresno State, ils méritent clairement d'être dans le AP People, hein, dans le bas du top 25, mais ils doivent l'être quand même. on laisse le bénéfice du doute à une conférence, la SEC en l'occurrence, qui est pas bonne cette année. Je comprends pas l'intérêt. Euh, Fresno State, qu'est-ce que va devoir faire Fresno State pour monter dans ce classement les prochaines semaines, vu qu'ils affrontent plus d'équipes du Power 5?
Bah, ils vont devoir win out Et et espérer des attendre et défaites des autres. c'est ça et attendre que la SEC se bouffe entre eux et que tu des équipes de SEC qui sont à 2 voire 3 défaites. Parce que là, si je dis pas de bêtises, j'ai vu la stat, hein, sur les 25 équipes il y a 33 équipes invaincues. Il y en a 21 sur 25 dans le top 25 et les 4 équipes dans le top 25 qui ne sont pas invaincues sont 4 équipes de SEC. Alors, je t'avais répondu un peu sur Twitter, hein, quand on Oui, voit LSU et Bama méritent d'y être, mais pour moi, Tennessee et Florida ne peuvent pas y être, tu vois. voilà. Après, même si tu vois les défaites qu'ils ont, effectivement, tu pars du principe que d'accord, t'as perdu contre une équipe top 5, top 10, mais en fait, au bout d'un moment, en début de saison, pourquoi tu mets pas la place aux équipes invaincues? T'as des équipes invaincues, justement, comme Fresno State, qui jouent très bien, qui ont 2 grosses victoires contre du Power 5 à l'extérieur. Ben, récompense ce début de saison, même si après, tu te dis, bah vas-y, t'as battu personne, et puis t'as Tennessee, Florida, Non, mais LSU, tu vois, c'est ça, dont parce que tu les remets. Tennessee et Florida auront l'occasion de remonter en affrontant Bien sûr, Georgia. bien sûr. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que faut récompenser les équipes invaincues dès le début de l'année, mais le problème, c'est que comme je le dis chaque année, pour moi, le classement de pré-saison ne devrait pas exister. Dans le sens où le classement de pré-saison biaise tellement la réflexion d'après, parce qu'à chaque fois, tu fais commencer une équipe qui peut faire une saison de merde, qui va faire un début de saison de merde, tu dis ouais, mais en fait, ils ont commencé dans le top 5, donc jusqu'où on peut les faire descendre, tu vois. Et, et pour moi, tant que tu auras ce biais de l'année précédente avec et du potentiel de l'année en cours sur le classement de pré-saison, et ben en fait, tu peux avoir toutes ces situations merdiques sur le début d'année où tu as des équipes invaincues qui sont pas forcément dans les top conférences Power 5, et ben qui vont se faire laisser de côté parce que tu as tout ce biais de pré-saison et tout ce biais des années précédentes. Messieurs, Alabama, USF. Alors, est-ce qu'on va passer du temps sur un Alabama, South Florida? Vas-y, Robin, je te laisse Je pense, commencer. je pense qu'on ne doit pas passer énormément de temps parce que c'était un match qui était assez compliqué, notamment avec le weather delay, hein. Donc il y a eu un orage, enfin c'était un ouragan qui avait clairement du côté de la Floride. Déjà de par les conditions météo, les conditions météo étaient évidemment compliquées. Au-delà de ça, du coup, c'était Milroe, le quarterback titulaire normalement qui n'était pas là. C'était Tyler Buckner, hein. Donc Ouais, Gus, toi, tu pour le le connais faire bien, un jouer. ancien Notre-Dame, Ouais. qui était sur qui était titulaire. Ensuite, ils ont remis backup. Ils ont essayé un autre QB, Simpson, il me semble, qui n'a pas marché non plus. Et ça m'étonne. Mais Ouais, qui Ty allait chercher Simpson. quand même le touchdown qui a permis de pas perdre, quoi. Ouais, de pas Voilà, perdre. quoi. J'essaie de trouver du positif dans ce qui s'est C'est passé. dur, hein. 17-3, mais bon, ils perdaient 3-0. À la mi-temps, ça faisait 3-3. C'était vraiment Mm. compliqué. Après, la pluie jouait vraiment. Et que de toute façon, c'est une équipe. Ouais, mais c'est pas une excuse. South Florida, ça finit à 177 yards à la course, hein. Donc 87 seulement à la passe. Donc c'est une équipe qui courait beaucoup, qui mangeait le temps. Donc manger le temps avec un temps en dehors qui est compliqué. Euh, c'était. Je pense que c'est un match qui était compliqué pour Alabama, mais que ça montre qu'Alabama est moins fort cette année. Et heureusement que Milroe revient. Ouais, mais moi, en fait, je trouve que ça a confirmé ce qu'on a vu face à Texas. D'abord la O-line qui s'est fait mais détruire par, les blitz de USF qui est d'ailleurs, coaché par Alex Golesh, hein, l'ancien, coordinateur offensif de Tennessee qui est, russe, qui est né à Moscou, c'est un moscovite. Ça, c'est assez drôle comme anecdote aussi. Et Saban l'a reconnu en conférence de presse. La O-line a fait des fautes débiles, a encaissé 5 sacs. Et sur les 5 sacs, il y en a 3 de Daquan Evans, le cornerback. Donc 3 sacs, 8 plaquages, un quarterbackery et une pass deflection. Enfin, une passe de. Ouais, si, une pass deflection. Voilà. Il nous a sorti un match de fou. Et ce qui est drôle, c'est que du début à la fin, bah, il y a eu ces cornerbacks et ces safety blitz. Et Alabama n'a jamais réussi à s'ajuster. Alors moi, je parle en connaissance de cause parce que c'est quelque chose que je déteste, notamment quand Notre-Dame joue à Navy, cette manie de lancer des safety, des cornerbacks à, à fond la caisse sur ton quarterback, surtout quand tu n'as pas un très bon quarterback, hein, qui met du temps à lancer, enfin qui lance du coup pas la balle, Drew Pine l'an dernier.
C'est vraiment un enfer et ça m'étonne d'un coach comme Saban de ne pas avoir réussi à s'ajuster. Alors pourquoi il n'a pas réussi à s'ajuster, je ne sais pas. Peut-être mettre ça sur le coup de l'inexpérience de la O-line et notamment du left tackle Kadin Proctor, le 5 étoiles originaire de l'Iowa. Ça pourrait être une réponse. Mais voilà, ce match d'Alabama a été vraiment dégueulasse. Et je rappelle qu'ils étaient favoris de 34 points. Gagner de 14 points quand tu étais favori de 34, c'est pas bien. D'autant plus quand tu es une équipe qui s'appelle Alabama. La semaine prochaine, ils accueillent Ole Miss à 21h30 sur CBS. Donc du coup, ça passera pas sur beIN Sport. Ils sont toujours favoris pour ce match. Je crois qu'ils sont favoris de 6 points ou aux alentours. Mais pour moi, c'est Ole Miss le favori là. À domicile, Ouais, vous vous rendez compte? je suis d'accord. Je suis d'accord, Ole Miss. Après, il faudra qu'il corrige pas mal de choses. Val en parle souvent sur son compte Twitter. Il y a des choses à corriger. Mais il va falloir, si Ole Miss corrige ces choses et joue un match, on va dire, juste correct, ils seront vraiment dans le match et ça va être compliqué pour Alabama. Et Nick Saban a annoncé que Jan Milroe serait le titulaire pour le reste de la saison à venir. J'ai envie de dire ouf, et c'était un secret de Polichinelle. On en a terminé sur les upsets. Il y a un match dont on n'a pas parlé, les gars, c'est Florida State-Boston College. Alors, Florida State a clairement survécu à l'upset. Et là aussi, on peut faire le parallèle avec Colorado. C'est que Boston College a été incroyablement comment dire, pénalisé. Si je dis pas de conneries, ils ont eu en tout, il faut que je regarde les stats, 18 pénalités pour 131 yards perdus. Euh, c'est ce qui a offert voilà, à Florida State cette victoire, d'autant plus que Jordan Travis, à un moment, s'est blessé, est tombé au sol. Il se tenait l'épaule et à un moment, moi, ça m'a fait très peur parce que déjà, ça niquait mon pari comme quoi il serait le Iceman. Donc c'est très égoïste. Et puis parce que ça mettrait à bas en fait les espoirs de playoff des Seminoles. Jordan Travis ne fait pas un gros match, il termine à 212 yards et 2 touchdowns, plus 38 yards à la course. Moi, ce que je voulais noter dans cette victoire compliquée ou alors dans cette belle défaite, parce que oui, les défaites encourageantes de Boston College existent, vu que les défaites encourageantes n'existent plus pour le 15 de France, il faut bien trouver une autre équipe chez qui en parler. Et bah, Boston College, c'est Thomas Castellanos, le transfert de UCF, qui nous sort une fiche de statistiques à 305 yards et un touchdown bon, pour une interception, mais aussi 95 yards à la course et un touchdown. Il a été un enfer pour la défense, l'excellente défense des Seminoles. Et moi, je demande à revoir. Vous voyez, parce que pour moi, Boston College, surtout après la défaite face à Northern Illinois en Week 1 et la victoire compliquée face à Holy Cross, je me disais que voilà, c'était les équipes comme Stanford, tu vois, Robin, comme tu disais, celles qui peuvent terminer à 11-1 et dont tu t'en fous. Euh, Ils ont montré des belles choses et ça mérite qu'on revienne un petit peu sur leur performance ces prochaines semaines. Et ils auront un gros test en Week 4 puisqu'ils affronteront Louisville à Louisville. Yes. Je crois qu'on a tout dit, on a parlé de toutes les rencontres. On va passer à nos MVP. Robin, quel est ton MVP de la Week 3 de College Football? Moi, je vais en mettre deux. Je vais mettre d'abord enfin, je vais même en mettre trois. Je suis désolé, j'ai pas pu choisir. Premièrement, en fait, je vais mettre Kaden Salter, pardon, le quarterback de Liberty. Donc Liberty qui a gagné 55-27 hein, contre Buffalo. Et dans ce match, du coup, Kaden Salter a lancé pour 344 yards, 5 touchdowns. Euh, et il a également couru pour 66 yards et 1 TD. Donc ça fait 400 yards de scrimmage. Et c'est grandement lui qui a participé à cette victoire. Et évidemment, après, je ne sais pas si d'autres. Est-ce que quelqu'un a un certain joueur de LSU dans ses MVP que j'ai pas besoin d'en parler ou alors. Oui, oui. Ouais, ok, bah, j'en mets que deux. Je laisse le joueur de LSU pour vous. Et moi, ça va être surtout la défense de Fresno State. Justement, en global. Je ne vais pas mettre vraiment un joueur. Je pense que la défense de Fresno State, elle a été injouable hein,
contre Arizona State. Pour vous dire, hein, c'est 5 interceptions, 5 sacs, 3 fumbles forcés. Est-ce qu'on peut, enfin, juste moins pour reconnaître, sans pour autant avoir le MVP à l'intérieur de cette équipe, je trouve que la défense, elle a été incroyablement bien préparée et très forte. Kevin, ton receveur de LSU. Voilà, mon receveur de LSU, forcément, on peut pas passer à côté de la performance de Malik Nabers lors de la victoire de LSU contre Mississippi State. Donc on n'a pas forcément parlé, mais donc 41-14. Nabers qui finit à 13 réceptions, 239 yards et qui marque les 2 touchdowns à la passe qui ont été scorés sur ce match. Et j'en ai un deuxième, c'est un QB dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison, mais dont... Ah, tu me le voles. Ah, je te le vole. Et bah, tu sais quoi, vas-y. Attends. Est-ce qu'il est barbu? Alors, je sais pas, mais il joue pour une équipe qui est en rouge et blanc. Ah non, bah c'est pas ça. Bah vas-y, tu peux. Donc toi, c'est le QB de Notre-Dame, donc ok, pas de souci. Moi, ce serait plus Dylan Gabriel, parce qu'on parle pas beaucoup d'Oklahoma depuis le début de l'année, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ils font une... Avec Texas, c'est les équipes de Big 12 qui surnagent un peu, et Gabriel, il est sur une lancée phénoménale depuis le début de l'année, même si je trouve que l'opposition est pas forcément au rendez-vous, mais voilà, 28 sur 31, 421 yards, 5 TD, une interception certes, mais 251 de QB rating. C'est le meilleur rating pour un QB sur cette week 3. Surtout le 28 sur 31 qui me... Moi, j'aime bien les QB précis, j'aime bien les QB qui n'ont pas trop d'incomplétion. Et voilà, si Oklahoma l'emporte 60... Ouais, bah voilà, non, mais comme j'ai dit, j'apprécie fortement les nouvelles performances de Bonix. Mais voilà, quand tu bats une équipe comme ça, 66-17, je pense que le QB n'est forcément pas étranger. Donc il faut qu'on parle un peu de Dylan Gabriel sur ce début de saison, et voilà, c'est ma manière de le faire. Et ben moi, non, c'est pas Sam Hartman, c'est Garrett Schrader, le quarterback de Syracuse qui a battu Purdue à West Lafayette et non pas Lafayette cette fois-ci, 35-20. Alors si Garrett Schrader à la passe, il a 14 sur 28, 184 yards pour une interception. Il est surtout à la course en 25 portées à 195 yards et 4 touchdowns, soit 7,8 yards par portée. Et c'est une stat qui est minorée par les 4 sacs avec 18 yards de perte qu'il a pris. Voilà, une performance d'un quarterback à la course de plus de 200 yards et 4 touchdowns, ça méritait aussi d'être mentionné. Bon, c'est chiant qu'on n'a plus de Spencer Petras ouais, à décerner. Mais t'inquiète pas que je vais en trouver un autre là. Là, on arrive sur le conference play. Là, je vais trouver mon MVP hebdomadaire là. Après, on peut rigoler sur l'attaque de Iowa, mais non, on va même pas rigoler de l'attaque de Iowa puisqu'ils ont foutu 40 points à Western Michigan, ce qui veut dire que voilà. On peut presque plus rigoler sur Iowa. Ils vont y arriver, hein. Ils vont nous sortir du Iowa cette saison. Faut pas se voiler la face. Mais ouais, pour l'instant, effectivement. En plus, si je dis pas de bêtises, avec ce score, ils arrivent dans la moyenne que le head coach avait fixé. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, merci les gars d'avoir été là pour cet épisode. On se donne rendez-vous évidemment pour le 1-2-6 de samedi, mais surtout, cette week 4 qui est tout juste exceptionnelle. Je rappelle vite fait le programme: Alabama Ole Miss, Notre-Dame Ohio State, Colorado Oregon. Voilà, je vous promets un programme, mais je m'en rappelle même plus. Il y a quoi d'autre les gars comme match incroyable à suivre? Il me semble qu'il y a aussi un Florida State Clemson, un UCLA Utah, un Iowa Penn State, un Arkansas LSU, un BYU Kansas, un Oregon State Washington State, celui-là il va être incroyable, un Auburn Texas A&M, un Oklahoma Cincinnati, un UTSA Tennessee, un Appalachian State Wyoming, celui-là hyper sexy, un Memphis Missouri et un UCF Kansas State. Bref, 18h, 7h du matin, vous êtes obligés d'être là. S'il y a une week de college football à regarder, c'est bien celle-ci. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine et salut les gars.